OK. Je me mets sur mon prise. Ouais. Eh beh, merci beaucoup Lé et bonjour à tous. C'est un plaisir. Merci pour, l'invitation. Du coup, dans cette présentation, elle va se faire un peu en 2 parties. Je voulais dans un premier temps parler, de la notion d'éducation en général et poser des questions sur, le rôle que doit jouer l'éducation. Donc j'ai pas des forcément des réponses concrètes, mais l'idée c'est plus de poser des questions pour essayer d'amener une réflexion sur le rôle que peut jouer l'éducation, notamment dans les crises, qu'on traverse qui sont multiples. Je vais en parler un peu plus en détail aussi et dans une deuxième partie, avoir, un aspect un peu plus terrain sur, moi, ce à quoi je peux être, confronté au quotidien en travaillant pour une association, du coup qui s'appelle Lève les yeux, qui est une association à Marseille. Et on fait en fait de la sensibilisation à la surexposition, au danger de la surexposition aux écrans auprès des jeunes et surtout auprès de collégiens. On remarque, j'en parlerai plus en détail, mais on remarque qu'ils vivent dans un monde qui est assez différent de celui des adultes, et ils passent beaucoup de temps sur les téléphones et du coup, c'est une situation qui semble assez importante à analyser. Voilà. Hésitez surtout pas à m'interrompre quand je parle ou à poser des questions si je dis des trucs, pas clairs. Pour le coup, vraiment, n'hésitez pas, voilà. Hem, je vais essayer de passer la première slide, on va voir si ça fonctionne. Magnifique. Alors, déjà, je voulais reparler d'une notion, que vous avez peut-être vue si vous avez regardé la série qu'on a produite, la série YouTube qu'on a produite avec, Jean-Loup de la chaîne Après la bière. On a produit une série qui s'appelle, Moloch et dans cette série, on parlait, de la notion de métacrise, qui est une sorte de modèle, on va dire, pour penser, en fait, les défis actuels auxquels on fait face. Donc non seulement la crise écologique, mais aussi d'autres crises qu'on peut vivre. Alors, une des définitions de la métacrise, c'est la suivante, c'est une crise sous-jacente qui entraîne une multitude de crises et pas seulement un effondrement écologique. Et pour illustrer un peu ça, j'ai fait ce petit dessin sur une application de dessin. Pour lister quelques crises auxquelles on fait face actuellement. Donc, il y a la crise écologique, dont on entend parler beaucoup, et tant mieux. Mais il y a certaines personnes qui vont un petit peu penser les enjeux contemporains en prenant uniquement le prisme de la crise écologique. Il y a aussi des personnes qui vont penser le monde uniquement en pensant à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et la hausse de la température terrestre. Mais rien que ça, c'est qu'une seule partie de la crise de l'environnement. Il y a par exemple à côté la crise de la biodiversité, qui est une crise aussi majeure, donc qui rajoute un peu une crise dans la crise écologique. Et ce n'est pas du tout la seule. Et à côté de ça, il y a une crise, donc il y a une crise de la santé mentale. Donc ça, je l'appuierai un peu plus via des graphes dans la deuxième partie de la présentation. Il y a une crise informationnelle et une crise attentionnelle. Donc ça, chez Tournesol, vous en parlez énormément. Mais il y a une crise informationnelle. On pourrait prendre un exemple, c'est que on a des technologies qui sont de plus en plus fortes pour mimer la réalité. Donc, on a des intelligences artificielles qui peuvent produire des deepfakes. Et donc, on a atteint un petit peu ce stade que certains appellent la post-vérité. On ne sait plus reconnaître une information véridique d'une fausse information. Forcément, pour la stabilité de la société, c'est un peu dangereux. On a une crise attentionnelle. Donc, il y a même deux aspects. Enfin, il y en a plusieurs, je peux en citer deux. Il y a le fait que on porte notre attention sur des choses qui ne comptent pas forcément. Ça, j'en parlerai aussi avec les jeunes. Et aussi, on a une capacité d'attention qui diminue. Et donc, une capacité à se confronter à des problèmes complexes qui diminue parce qu'on ne peut pas rester concentré assez longtemps sur des choses qui demandent un temps long. On a une crise institutionnelle, on voit qu'il y a des retournements politiques un peu partout dans lesquels
On a des systèmes démocratiques qui penchent vers de l'autoritarisme. On a aussi, je dirais, une crise de l'identité, on le voit. On ne sait plus trop ce que c'est qu'être humain. Il y en a qui se comparent de plus en plus à des machines. Est-ce qu'on est des robots? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Je pense que ça, c'est des questions qui vont prendre de plus en plus de place dans nos vies à mesure que notamment l'intelligence artificielle gagne du terrain. Donc, voilà, c'est pour parler de quelques grosses crises, j'en oublie probablement, et tout ça aussi pour dire que toutes ces crises sont liées. Les crises ne sont pas isolées. C'est-à-dire que la crise informationnelle nourrit la crise attentionnelle, qui nourrit aussi la crise informationnelle, la crise écologique nourrit la crise de la santé mentale, pardon, etc., etc. Donc toutes ces crises sont liées. L'un des intérêts aussi de ce modèle de la métacrise, c'est de se poser la question, quel est finalement le dénominateur commun de ces crises? Est-ce qu'il y en a un? Parce qu'on ne pourra peut-être pas toutes les résoudre. Donc c'est, je trouve, l'un des intérêts de ce modèle. Et alors, là, je me rapporte à un philosophe de l'éducation américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Zach Stein, qui est également le cofondateur du Consilience Project. Donc, c'est un projet aux États-Unis qui cherche en fait à améliorer la capacité des gens à faire sens du monde. Donc, en français, ça se dit un peu mal. Aux États-Unis, ils parlent souvent de sense making. Donc, comment on fait sens du monde, comment on porte notre attention sur les choses qui comptent. Et ce que dit Zach Stein, quand il essaye de définir un petit peu ce que c'est la métacrise, il dit il y a aussi une crise invisible qui se déroule dans nos propres esprits et dans nos cultures et qui retient beaucoup moins l'attention. La métacrise concerne la façon dont les humains se comprennent eux-mêmes et perçoivent le monde. Il s'agit d'une crise éducative généralisée impliquant un ensemble de dynamiques psychologiques liées. Les systèmes et les sociétés sont en difficulté, mais c'est la psyché, la dimension humaine, qui est dans la pire situation. Donc là, enfin, c'est sa vision des choses. Après, hein, d'une certaine manière, ce qu'il dit, c'est que la crise de l'éducation est un dénominateur commun aux crises dont on a parlé juste avant. Vous m'entendez toujours bien? Juste... Ok, super. Donc maintenant, une question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce que l'éducation? Alors, je n'ai pas de réponse qui est sortie de ma tête. Je m'appuie encore une fois sur les travaux d'autres personnes. Mais l'une des manières de définir l'éducation, c'est celle que donne Zach Stein. Il définit l'éducation comme le processus de transmission intergénérationnelle du savoir. Donc, il donne une définition extrêmement large de l'éducation. L'une des oppositions, ce qu'il dit souvent aussi, c'est que en fait, on a tendance toujours à rattacher l'éducation à l'école, mais en fait, les écoles, c'est une invention extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité. L'humanité a toujours éduqué et a toujours éduqué en dehors de l'école. L'école, c'est vraiment une invention assez récente. Donc, c'est comme ça qu'il qualifie l'éducation, définition extrêmement large. Maintenant, des questions supplémentaires qu'on pourrait se poser sur l'éducation et ce processus de transmission en fait du savoir. Donc, bon, c'est des questions que je propose, sujettes à la critique. Mais une première question, ça pourrait être pourquoi est-ce qu'on transmet en fait? Est-ce qu'on transmet du savoir pour que les individus puissent vivre des vies épanouies, pleines de sens? Est-ce qu'on transmet du savoir pour en fait cultiver des compétences chez les individus qui soient adaptées à un marché du travail? Donc ça, c'est aussi une critique qu'on fait parfois à l'éducation, c'est de dire, voilà, en fait, on fait que former des gens à être adaptés à un marché du travail. Marché du travail qui peut être critiqué dans le sens où, effectivement, le marché ne fonctionne pas toujours extrêmement bien. On a un marché qui, par exemple, n'internalise pas énormément de coûts qu'il fait subir à la planète. Donc, par exemple, une entreprise n'internalise pas le coût du CO2 qu'elle émet. Et du coup, ça crée un certain nombre de problèmes. Donc, il y a, je pense, une première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on transmet? Quel est notre objectif en tant que société humaine? En fait, c'est quoi le but de la vie? Bon, c'est des questions auxquelles je ne vais clairement pas répondre aujourd'hui. Deuxième question,
qu'est-ce que l'on transmet? Donc, est-ce qu'on apprend aux jeunes, de 10 ans la philosophie? Est-ce qu'on leur apprend à méditer? Est-ce qu'on leur apprend à se servir de ChatGPT? Hem, voilà, c'est des questions, qu'il faut se poser. Et troisième question, je dirais, bah, comment est-ce qu'on transmet ce savoir? Et ça, je pense que ça c'est un des débats qui vont, il va peut-être y en avoir de plus en plus, mais il y a des questions sur, bah, voilà, est-ce qu'on enseigne, aux élèves, on leur apprend des choses via des livres papier? Hem, est-ce qu'on leur apprend des choses via des ordinateurs? Est-ce qu'on va leur apprendre des choses via des, intelligences artificielles personnalisées, avec lesquelles ils pourront nouer des relations, par exemple? Donc c'est des questions, très importantes. Et par rapport à ça, d'ailleurs, il y a, assez récemment la Suède qui a fait machine arrière. La Suède qui avait commencé à numériser son école, donc qui essayait en fait, qui faisait en sorte que les élèves soient munis de technologies numériques et qu'ils puissent apprendre dessus. Et ils ont fait le lien entre la démocratisation de ces, technologies et la baisse des résultats scolaires. Et du coup, la Suède fait machine arrière. C'est un des cas qui a fait un peu de bruit ces derniers mois. Mais il y a, d'autres personnes qui disent: «Bah non, en fait, il faut continuer à numériser l'école parce que, le numérique, c'est l'avenir, parce que c'est pratique, parce que tatati tatata». Donc c'est des visions du monde qui se confrontent. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait, identifier une crise de l'éducation? Comment est-ce qu'on pourrait dire: «OK, on fait face à une crise de l'éducation»? Difficile à dire, mais une manière heu, de se dire qu'on fait face à une crise de l'éducation, c'est en fait, une crise de l'éducation intervient quand les besoins d'une société dépassent, en termes de complexité, les compétences dont dispose une société. D'accord? Donc, bah, déjà une société, pour qu'elle puisse continuer à prospérer, il faut que, la génération, on va dire, des aînés puisse transmettre un savoir aux jeunes, un savoir basique. Je pense notamment, bah, par exemple, aux interactions sociales. C'est-à-dire que pour qu'une société puisse vivre en harmonie, il faut déjà que les gens puissent avoir un minimum de communication, puissent avoir un minimum d'intelligence émotionnelle. Là, avec, la démocratisation de certaines technologies, les jeunes, par exemple, passent de plus en plus de temps à interagir en ligne et de moins en moins de temps à interagir en physique. Et il est très probable que ça provoque une grosse baisse de l'empathie chez les jeunes, une baisse de l'intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, en discutant uniquement par message, enfin, il y a même des études qui montrent que la communication passe principalement par le langage corporel et l'intonation. Et qu'en fait, le contenu du message, c'est presque le moins important dans la communication. Mais c'est vraiment l'interaction en physique, en face à face, qui permet, voilà, de nouer des relations et de développer une intelligence émotionnelle. Donc, des compétences aussi basiques que, bah, voilà, savoir communiquer avec les autres peuvent être heu, mises en danger par le développement des technologies. Donc je dirais que, enfin, après c'est moi, c'est des suppositions que je fais, mais une des un des premières bases à poser, c'est: «OK, est-ce qu'on est capable en tant que société de transmettre, à la jeune génération les compétences de base qui font que la société va pouvoir prospérer?» On parle aussi d'autopoïèse pour parler de la capacité d'un système à se régénérer, et c'est peut-être la première tâche, en fait, de l'éducation. Donc ça, ça peut être une première base. Une deuxième base, ça pourrait être de se dire, qu'en fait, la complexité des défis auxquels on fait face est croissante. Donc les problèmes qu'on a vus, voilà, quand on a parlé de la métacrise, donc par exemple les problèmes d'écologie et cetera, c'est des problèmes extrêmement complexes, hem et ça va demander probablement des compétences, nouvelles et des compétences importantes. Donc, hem, on peut partir du principe qu'en fait, l'éducation de demain va devoir, forger de nouvelles compétences pour les jeunes, pour qu'ils puissent, se confronter justement à ces problèmes-là. Donc, maintenant, je pense aussi qu'il faut qu'on ait une certaine humilité par rapport à ça, parce que en fait, l'avenir est devenu,
enfin, est très imprévisible vu la vitesse du développement technologique. Et je pense qu'aussi, une des choses qu'on doit admettre en tant que société, peut-être, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on sait peu de choses sur vraiment de quelles compétences on va avoir besoin dans le futur parce que tout va extrêmement vite. Mais au moins avoir ce rapport un peu d'humilité, à dire, bah voilà, on ne sait pas exactement ce dont on va avoir besoin, mais il faut réfléchir, ça nous fait réfléchir. Donc voilà, ça serait une deuxième base. Donc après une troisième base, donc ça c'est plus personnel, mais je sais que chez Tournesol aussi, on réfléchit beaucoup à l'attention et aux problèmes de l'attention. C'est si on veut résoudre et se confronter à enfin pas forcément résoudre, mais se confronter au moins à affronter des problèmes extrêmement complexes, il va nous falloir une capacité d'attention importante et aussi poser notre attention au bon endroit pour s'attaquer aux bons problèmes. Et actuellement, on fait face je pense qu'on fait face à une crise de l'attention. Et je pense que notre capacité d'attention est en grand danger. Et en fait, si on a une génération dont la capacité d'attention est extrêmement faible, ça me semble être vraiment un mauvais départ pour, du coup, affronter les problèmes de demain. En tout cas, c'est quelque chose que je vois, les problèmes d'attention. J'en parlerai un peu plus en détail. Et je pense que c'est un gros, gros problème pour affronter tout ça. Et un autre modèle que je trouve intéressant pour penser aussi la situation assez inédite dans laquelle est l'éducation. Donc ça, c'est un modèle qui avait été euh, pensé par Margaret Mead, qui est une anthropologue du XXe siècle, qui parlait des cultures post-figuratives et des cultures préfiguratives. En fait, les cultures post-figuratives, c'est des sociétés qui ont toujours existé, dans lesquelles, en fait, c'était les aînés qui transmettaient le savoir aux jeunes. Et en fait, c'était une relation qui était assez logique, puisque pendant la majeure partie de l'histoire, d'une génération à l'autre, la société changeait très peu. Il y avait très peu de différence. Donc, les jeunes avaient besoin des compétences des aînés juste pour reprendre leur travail. Et en fait, Margaret Mead, elle avait un petit peu prévu qu'avec les mutations très rapides de la société, ce, ce, ce système-là pouvait être bouleversé. Et du coup, les cultures préfiguratives, c'est des cultures dans lesquelles, en fait, cette transmission entre adultes et jeunes est un petit peu rompue parce qu'il y a il y a des mutations tellement rapides qu'en fait, désormais, c'est les jeunes qui détiennent d'une certaine manière le savoir. En tout cas, les adultes sont plus en mesure réellement d'aider les jeunes pour construire la société de demain. Et je pense que le développement technologique nous met dans cette situation. Euh, et moi, je me prends comme exemple, je suis encore assez jeune, je ne suis pas beaucoup plus vieux que les élèves avec lesquels je discute, et pourtant, je vois qu'ils vivent dans un monde différent du mien. Et ils vivent dans un monde complètement différent de celui des adultes. Et donc, je pense que c'est une situation qui est assez inédite sur des échelles de temps longues, on va dire. Donc, deuxième petit chapitre sur les technologies divines. Donc ça, vous connaissez certainement cette phrase euh, du sociobiologiste, il me semble, E.O. Wilson, qui disait le problème fondamental de l'humanité, nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et des technologies divines. Encore une fois, c'est une manière aussi de penser le monde. Il y a une rupture qui a été identifiée par pas mal de penseurs, notamment Gunther Anders, qui est un philosophe allemand, qui est un grand penseur de la technique, c'est l'invention de la bombe. C'est le moment, d'une certaine manière, où l'homme devient plus petit que ses inventions. C'est le moment où on crée une technologie divine qui, en fait, bouleverse tout, puisque c'est une technologie qui peut détruire ou infliger des dégâts absolument monumentaux
à la biosphère. Et donc je dirais que c'est le moment où on crée vraiment pour la première fois une technologie divine. Et en fait, ça nous fait passer dans une situation assez particulière où, avant ça, si par exemple on crée une nouvelle technologie, ou une nouvelle arme, je ne sais pas moi, une bombe artisanale, et bah, on va dire que les effets, de la bombe restaient extrêmement limités. D'une certaine manière, on pouvait voir l'innovation technologique comme une innovation qui se passait dans un laboratoire et donc les effets secondaires restaient d'une certaine manière confinés au laboratoire. Ça touchait pas toute la planète Terre. Donc il y avait une sorte de un peu de droit à l'erreur quand on sortait une technologie parce qu'elle était forcément limitée, au moins en termes de localisation, hein. Une technologie ne pouvait pas bouleverser la totalité de la planète d'un coup. Et Anders disait à propos de ça, l'insularité du champ d'expérimentation est une caractéristique essentielle de l'essai technique, les expériences se déroulant à l'intérieur de limites étanches. Elles laissent intacte la réalité elle-même. Et du coup, il disait, avec l'invention de la bombe, les expériences sont dépouillées de leur caractère expérimental. Les expériences ne sont plus des expériences. En fait, c'est le monde qui devient une expérience. Et donc, forcément, c'est très risqué parce que dans les expériences, il y a toujours des effets imprévisibles. Une technologie, quand elle interagit avec une société humaine complexe, il y a forcément des choses qui se passent et il y a souvent des choses qui se passent mal. Il n'y a pas forcément tout se passe pas forcément mal, mais il y a ça génère souvent des problèmes. Et tout ça pour dire qu'il y a un lien, je pense, très fort entre cette vision-là et ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique. C'est-à-dire que je prends l'exemple des réseaux sociaux, mais ChatGPT, ça va encore plus vite. C'est-à-dire que c'est des technologies qui, en l'espace d'un mois, peuvent atteindre 100 millions d'utilisateurs. C'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. Et on n'a pas la capacité pleinement de saisir à quel point c'est énorme et ça va vite. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, quand ChatGPT sort, il y a des interviews de Sam Altman dans lesquelles il dit lui-même, en fait, on déploie cette technologie pour qu'elle interagisse avec la société, pour que la société s'en serve, pour que nous, on voit quel problème ça pose d'une certaine manière. En gros, il admettait un peu dans cette interview, je ne sais pas s'il le pensait, enfin s'il le remarquait lui-même, mais qu'en fait, ChatGPT était une expérimentation qui se déroulait à échelle planétaire. Et que en fait, OpenAI allait suivre de près comment la société humaine allait se servir de l'outil, voir quels allaient être les problèmes qui allaient être posés, et puis derrière, peut-être les réguler. Donc, il y a vraiment un lien fort, je pense. Et, et si je réduis ça un petit peu, enfin, si j'applique ça à ce qu'on fait avec la jeunesse, on pourrait dire d'une certaine manière qu'on est dans une société qui déploie le plus rapidement possible, notamment parce qu'il y a des incitations commerciales à déployer rapidement des technologies comme l'IA. On déploie le plus rapidement possible les technologies qui sont les plus sophistiquées de l'histoire, des technologies qu'on ne comprend pas du tout complètement, dans les poches des jeunes. Euh, et c'est, je pense, un énorme problème. Parce que le premier truc à nous dire, ça serait on ne sait pas, c'est-à-dire on ne sait pas exactement quelles vont être les conséquences de ces technologies. Mais le deuxième truc à se dire, c'est on a quand même beaucoup d'indicateurs qui tendent à montrer que ça pose des problèmes, quoi. Ouais. Une réflexion par rapport à ce que tu disais que l'arme nucléaire était. C'est vrai qu'elle a beaucoup marqué les dialogues de beaucoup de gens et ça a clairement eu un impact euh, psychologique important. Mais c'est marrant parce que, enfin, juste me fait une petite réflexion en me disant que enfin, en même moment, c'est l'invention vraiment de l'informatique aussi. Hmm. La Seconde Guerre mondiale, un peu avant, un peu après, le transistor, tout ça. Et, enfin, je pense qu'on se rend pas compte aussi. Enfin, on prête beaucoup moins d'attention à ça, alors que l'impact enfin, est vraiment énorme, quoi. Typiquement, il y a cette vidéo de Veritasium qui explique que, par exemple, si on était un peu plus rapide sur l'invention d'une certaine technologie qui s'appelle la FFT, la Fast Fourier Transform, ça aurait pu nous permettre de bien mieux contrôler la prolifération nucléaire, quoi. Donc, ouais, c'est juste attirer j'ai souvent ce côté on sous-estime les technologies de Hmm. l'information et l'information de façon générale par rapport à des trucs
physiques et spectaculaires Ouais, qui sont plus tangibles. c'est vrai. Et c'était quoi du coup l'AFFT, c'est ça? Donc la FFT, c'est donc la Fast Fourier Transform, en gros, donc, dans le développement nucléaire, enfin, quand il y a une explosion nucléaire, en fait, il y a donc pour fabriquer des armes nucléaires, donc les gens font des expériences, et du coup ils font péter des choses, et ça fait des ondes qui traversent, enfin, qui se propagent très bien à travers la Terre. Ouais, Et donc c'est assez fascinant, enfin, les ondes sont détectables, et la difficulté qu'on avait avant, c'était de savoir identifier quels étaient les signaux, enfin, genre les tremblements, enfin, les micro-tremblements de terre qui correspondaient vraiment à des utilisations d'armes nucléaires. ok. Et l'un des problèmes, c'était vraiment les algorithmes qu'on avait à ce moment-là pour le faire étaient trop lents. Et la Fast Fourier Transform permettait de faire les calculs plus rapidement pour vraiment y arriver, quoi. Ok. Et du coup, ça a été déployé, cette technologie, ou comment ça s'est passé? En fait, il y a eu un moment, un traité, donc, enfin, ouais, j'envoie la vidéo de Tassom qui explique ça très bien, mais il y a un moment, il y a eu un traité où il y avait un accord, un quasi-accord de non-prolifération nucléaire, avec des dispositifs en place pour éviter tout ça. Mais le problème à ce moment-là, c'est que il n'y avait pas de moyen de détecter du coup les personnes qui feraient des expériences nucléaires. Du coup, il y avait beaucoup de préoccupations pour que en gros, on brassait du vent et qu'il n'y aurait pas d'implémentation possible d'une régulation sur l'arme nucléaire. Et, euh, et donc, faute de technologie de surveillance nucléaire d'une certaine manière, la loi a été, enfin, le traité international a été abandonné, en tout cas affaibli. Ok. Et Veritasium a fait une vidéo dessus, c'est ça? Ouais, Ok, ouais, je jetterai un coup d'œil. Aidan Mianian, je crois que Ok. c'est exactement ça. Mais ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. On est toujours. C'est aussi, bah, d'ailleurs, j'en parle juste après, mais les technologies d'information, c'est aussi des trucs effectivement qui échappent beaucoup plus au sens humain. Je pense que, bah, effectivement, les technologies, les grosses explosions où bah, c'est dans notre champ visuel, c'est visible, c'est spectaculaire. Mais du coup, ouais, je pense que nos sens sont plus adaptés à la bombe qu'à qu'à ça. Euh, ouais, je passe. J'essaie de pas trop me. Euh, ouais, alors le décalage prométhéen, bah, ça c'est une autre notion qu'aborde Enders. Euh, donc le décalage prométhéen, c'est d'une certaine manière dire en fait euh, nos inventions donc dépassent en fait l'imagination humaine. C'est-à-dire que et nos actes aussi. Donc, je pense que c'est un des gros problèmes aussi avec la crise climatique, c'est qu'en fait, on a du mal à saisir en fait ce que c'est parce que ça dépasse complètement nos sens. Euh, nos cerveaux, bah, ça revient aussi à la citation de Wilson, émotion paléolithique, technologie divine, c'est que voilà, nos cerveaux ne sont pas vraiment adaptés à l'ampleur de ce qui se passe. Et donc, je pense que ça peut créer du déni chez les gens, ça peut peut-être les paralyser. Euh, donc, il y a ce truc-là. Il y a des gens maintenant qui appellent ça des hyper-objets. Donc, pour hyper-objets, pour dire en fait, c'est des objets qui dépassent les sens humains, qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'ils sont trop gros. Le changement climatique en fait partie. Mais je dirais que le déploiement de technologies à des centaines de millions ou des milliards de personnes et les effets que ça peut avoir, je pense que ça rentre un peu dans cette catégorie. C'est très difficile, en tout cas, on n'a pas l'air de le mesurer pleinement. Mais le fait de se dire, bah, tiens, on met à jour une application du jour au lendemain et il y a des centaines de millions de personnes qui vont avoir un truc différent et ça va avoir des impacts sur leur cerveau et sur leur rapport au monde. Ouais, 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 exactement. Et
Du coup, ce que disait Under, c'était plus par rapport, enfin non, c'était par rapport à la bombe, mais c'était plus par rapport aussi à la technologie en général, mais c'est du style, en fait, on sait, mais on ne comprend pas. Donc, il y a une différence entre avoir une information sur un sujet et vraiment le sentir au fond de ses tripes et l'habiter. Et il disait aussi que du coup, c'était une tâche, du philosophe de son époque, c'était d'essayer de faire peur aux gens parce qu'il se disait que, en fait, c'était aussi les émotions et la peur qui pouvaient justement pousser à l'action et qui pouvaient, voilà, changer les choses. Du coup, voilà. Et bah, j'en viens au smartphone. Ça a l'air beaucoup moins dangereux quand même, mais qu'est-ce qu'un smartphone? On peut se poser la question. Une manière, à mon sens, de voir le smartphone, alors, vous me donnez votre avis, hein, vous serez peut-être pas d'accord, mais moi, le smartphone, je le vois pas mal comme, une sorte de troisième cerveau. Alors, hem, il y a un peu ce modèle du cerveau où parfois les gens disent: «Voilà, le cerveau, c'est un système limbique qui va gérer les émotions, un cortex qui va planifier» et cetera. Je ne sais pas si c'est complètement juste, mais voilà, c'est une manière de voir les choses. Le smartphone, je pense vraiment qu'on peut le voir comme une troisième couche, juste elle est externe, elle n'est pas intégrée au cerveau et on peut le vérifier quand quelqu'un perd son smartphone, à quel point il est désorienté. Et alors bon, avec, les collégiens que je vois, ce qu'on fait en début d'atelier, c'est qu'on leur donne une pochette Yonder. D'ailleurs, attends, j'en ai là, si vous voulez. Donc c'est des pochettes dans lesquelles on met son téléphone. Elles se ferment, c'est magnétique, donc quand elles sont fermées, on ne peut pas les rouvrir, à part avec une borne. Et il y a de plus en plus d'artistes qui demandent d'avoir ces pochettes, par exemple, dans les concerts. J'étais allé à un concert de Bob Dylan et il avait exigé qu'on ait des pochettes Yonder. Donc j'ai mis mon portable. Personne n'avait accès à son portable pendant le concert et donc tout le monde était focalisé sur ce qui se passait et du coup vivait le concert, vivait le moment. Et quand on donne les pochettes Yonder aux collégiens, donc il y en a qui refusent, qui jouent pas le jeu. Il y en a qui jouent le jeu et qui s'en fichent parce qu'ils sont pas tellement accros que ça ou ils sont accros, mais ils savent que dans 2 heures, ça sera libéré, donc c'est pas non plus une torture. Et il y en a qui sont très addicts et qui paniquent quand c'est fermé. Et il y en a même qui, parfois essayent de le péter comme si on leur enlevait une partie de leur cerveau. Ou comme si on les privait d'un accès à une drogue dure. Donc ça arrive souvent. Et c'est là où on voit ce côté troisième cerveau. Ce côté, bah, en fait, on t'enlève ton portable et tu deviens un peu zinzin, quoi. Donc ça, c'est une bonne expérience, je trouve, à faire et je trouve que ça vérifie un peu ce truc de troisième cerveau. Je sais pas si tu connais les réflexions de Michel Serres. Michel Serres, il disait euh, l'invention de l'imprimerie, en particulier des livres, ça nous a, enfin, c'était le début de l'externalisation et ça nous a fait que du coup la mémoire était beaucoup moins valorisée. Quoi, avec cette phrase, Mmh. je sais plus qui disait vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et Michel Serres dit bah oui, bah, c'est parce qu'on a depuis qu'il y a des livres, c'est le cas. Quoi. Mais avant, ouais, il fallait bien mémoriser. Quoi. Ouais. Hyper intéressant. Mais ouais, ouais, et j'avais commencé, je sais pas si ça, enfin, faudra que j'aille au bout de ce truc, mais je me suis lancé dans un projet, je pense, trop ambitieux, mais sur une vidéo justement qui parlait un petit peu de nos rapports aux différents médiums et de comment justement ça impactait le cerveau, etc. Et je lisais aussi des histoires qui datent de la Grèce antique, où en fait, c'est un dieu qui va voir un roi et qui lui dit bah voilà, je vous apporte une nouvelle invention, c'est l'écriture, etc. En mode bah voilà, c'est génial. Et, euh, et le roi dit mais attends, mais t'es fou, tu te rends pas compte de ce que ça va faire. Les gens vont commencer à se reposer sur l'écriture, du coup ils vont perdre la mémoire, ça va déclencher tout un tas de problèmes. Ils vont devenir hautains parce qu'ils penseront savoir juste parce qu'ils ont mémorisé des trucs. Euh, Ce genre de trucs. Donc t'avais ouais. Ouais, c'est très. Alors, j'ai mis dans le chat aussi un lien vers une vidéo YouTube de Braincraft qui s'appelle Google possède 28% de votre cerveau, Ah ouais. qui est vraiment dans la lignée de ce que tu racontes. Quoi. Ok. Puis, ouais, j'ai mis aussi celle de Michel Serres. Ouais.
Michel, je creuserai alors. Michel Serres, je savais pas qu'il parlait de ça. À un moment, il était invité à faire une présentation à l'INRIA, donc un institut de recherche sur l'informatique. Ouais. C'est un philosophe, quoi, et puis enfin, enfin, il est génial, hein, son truc, et c'est assez marrant. Ouais. Ok, ah, mais je regarderai. Euh, du coup, toujours pour continuer sur euh, sur ce troisième cerveau, une manière aussi de voir la chose, c'est que ce troisième cerveau euh, est en partie en fait contrôlé par des entreprises qui ont des objectifs de profit, donc qui n'ont pas le bien-être euh, du cerveau en tête, grosso modo. Donc, bah, sur un téléphone portable d'un collégien, mais ça vaut évidemment aussi pour les adultes, euh, bah, il va y avoir TikTok, il va y avoir Snapchat, il va y avoir Facebook, des applications qui cherchent à générer de l'argent et ce but lucratif rentre en contradiction avec le bien-être de l'utilisateur. Donc en fait, finalement, c'est assez intuitif. Si on se dit que c'est une troisième partie du cerveau, c'est assez intuitif de se dire que ce cerveau-là supplémentaire communique très mal avec le cerveau biologique et crée beaucoup de problèmes juste parce qu'il a une volonté propre qui n'est pas celle du cerveau biologique. Parce que ça pullule d'applications qui, comme j'ai dit, hein, TikTok, machin truc. Donc voilà. Ouais. Dans le chat, il y a une question de Whiteside là, qui. Enfin, c'est Whiteside, White, en tout cas, qui dit quand tu dis que ça arrive que les élèves paniquent, que ça fait peur, tu estimes à combien environ 1%, 10%, 20%? Ça dépend vachement en fait des collèges dans lesquels j'interviens. C'est hyper variable. Euh, donc dans les collèges où les jeunes viennent de milieux favorisés, il y a beaucoup moins ce problème. Euh, Maintenant, moi j'interviens quand même principalement à Marseille et dans les quartiers légèrement, quand même un peu défavorisés de Marseille. Euh, et dans ce cas-là, je sais pas moi, des élèves qui paniquent un peu, tu dois avoir, ça dépend, mais 20%. 20%, c'est quand même beaucoup. 20% qui vraiment s'interrogent quoi, quand leur portable est enfermé et sont un peu désorientés, ont un peu légèrement peur, légèrement excités, essayent de le casser, etc. Donc c'est quand même beaucoup, quoi. Enfin, oui, c'est beaucoup. Et, euh, et après, voilà, sinon, ils sont à peu près tous addicts. En fait, à partir du moment où ils ont un téléphone portable et souvent, quand ils ont le portable, ils ont les applications qui vont avec, donc les réseaux sociaux. Ils sont forcément addicts. Après, c'est juste une question de degré, mais les applications qu'ils utilisent ont une puissance d'addiction, surtout TikTok, qui est telle qu'en fait, c'est quand même une addiction très importante. Maintenant, dans les milieux favorisés, t'en as qui n'ont pas de portable, donc qui en quatrième n'ont pas de portable. C'est une rareté, ils sont très minoritaires, mais ils n'ont pas de portable parce que les parents contrôlent, quoi. Ils sont au courant. Et donc, en termes d'action, ça accentue très, très probablement, enfin, c'est quasiment sûr que ça accentue énormément les inégalités entre ceux qui sont vraiment surprotégés, qui représentent une petite part, et les autres. Donc, voilà. Je vais en parler un peu plus en détail. Euh, alors, avant juste de parler des interventions que j'ai faites, en guise de petite introduction sur la technologie et la jeunesse. Déjà, on en revient à ce truc de l'éducation, c'est pas seulement l'école, ça commence dès le départ, dès la naissance, et ça se passe en dehors de l'école. En fait, vous l'avez peut-être remarqué parfois dans la rue, mais bon, les adultes sont aussi tous addicts à ces trucs. Et en fait, il y a des mères qui en fait, sont sur leur portable quand elles sont avec leur bébé. Et ça pose un gros problème parce que le bébé commence à se construire dès le départ en échangeant notamment des regards avec sa mère. Et en fait, quand il y a des mères qui regardent plus leur portable que le bébé, tout porte à croire que ça va poser des problèmes de développement justement pour le bébé.
Moi, j'ai parlé à il y a une psychologue qui s'appelle Sabine Duflo, qui est spécialisée sur les sujets d'écran, qui reçoit pas mal de jeunes qui ont des problèmes d'écran, qui a aussi témoigné devant le Sénat. Il y a une commission d'enquête sur TikTok au Sénat. Et elle m'a dit directement qu'elle voyait voilà, dans sa salle d'attente parfois des mères de famille qui regardaient leur écran en présence de leur bébé. Donc on peut faire l'hypothèse qu'il y a moins de regards échangés entre la mère et l'enfant et que ça va potentiellement poser des problèmes dans le futur. Donc, ça, c'est une première brique. Après, moi, il y a un livre que j'avais bien aimé. Donc, c'est un livre qui date de 2017. Je pense que la situation ne s'est pas arrangée depuis, mais c'est Jean Twenge, donc c'est une sociologue américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle iGen, qui parle de la génération smartphone, donc des jeunes qui ont grandi avec des smartphones. Et donc, vous voyez dans le titre pourquoi les enfants super connectés grandissent en étant moins rebelles, plus tolérants, moins heureux et complètement et pas prêts pour l'âge adulte. Le livre est bien. Elle s'appuie aussi sur des données, donc elle met des graphes aussi dans le livre. Donc, quelques courbes, il y en aurait plein d'autres à montrer, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, déjà, au niveau du sommeil, c'est ce que j'ai dit pas plus tard que ce matin aux collégiens avec qui j'étais. Un tiers de notre vie, c'est du sommeil, donc c'est important d'avoir du bon sommeil, forcément. Là, on voit que la quantité de sommeil, donc là, la courbe augmente, mais ça veut dire que la quantité de sommeil diminue. Et ça augmente très fortement à partir du début des années 2010. Sur la solitude, donc ça augmente très fortement à partir, encore une fois, des années 2010. Et c'est vraiment une explosion, quoi. C'est vraiment frappant. Sur les rencarts, est-ce que les jeunes ont des rencarts? Bon, là, ça baissait depuis un moment, mais on voit quand même qu'il y a encore une fois une plongée, à peu près à partir de 2010, début des années 2010. Et sur l'anxiété et la dépression, là, j'ai mis pas mal de graphes, ils sont un peu plus actuels d'ailleurs. Donc là, vous voyez des stats sur, aux États-Unis, les visites en soins d'urgence pour des blessures infligées soi-même. Là, vous avez en Grande-Bretagne, juste à côté. Vous avez en Australie, vous avez en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est les filles qui sont les plus touchées par cette crise. Et Jean Twenge, dans son travail aussi, ce qui est intéressant, c'est que elle essayait de voir s'il n'y avait pas d'autres facteurs qui pouvaient causer justement ce déclin de la santé mentale. Parce que du coup, à chaque fois, c'est plus des corrélations. En fait, l'idée ce que montrent les graphes, c'est qu'à partir de 2010 environ, début des années 2010, il y a ces problèmes de dépression qui explosent. Et en fait, ça concorde à chaque fois avec la démocratisation des smartphones dans la poche des adolescents et la démocratisation des applications, notamment de partage de photos, type Instagram. Et du coup, il disait, voilà, il y a un lien, hein. Maintenant, ce n'est pas une preuve, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient exister? Donc là, je mets un exemple de graphe. Parfois, les gens disent, voilà, c'est à cause des conditions économiques qu'il y a une crise de la santé mentale, souvent liée à la crise de 2008. En fait, on voit que ces facteurs, ces explosions de dépression, etc., augmentent d'un coup, en même temps que les courbes, par exemple, du chômage aux États-Unis baissent, la situation économique s'améliore. Voilà. Après, je ne vais pas faire tous les graphes, mais je pourrais vous mettre le lien. Elle essaye de prendre aussi d'autres facteurs potentiellement explicatifs, et elle montre que ça ne marche pas vraiment. Donc, en fait, la grosse hypothèse, c'est, voilà, à partir des début des années 2010, il y a cette grande démocratisation des technologies individuelles, téléphone, applications, réseaux sociaux, et ça cause des troubles dépressifs. Là où, juste en bas, ça c'est un rapport hyper récent
le Center for Disease Control and Prevention. J'ai regardé, ça a l'air d'être une organisation américaine assez sérieuse. Ils ont fait un gros rapport, c'est une analyse, je crois, sur quasiment 10 ans de l'évolution de la santé mentale des jeunes, etc. Moi, c'est assez dingue. En 2021, près de 60% des étudiantes ont éprouvé des sentiments persistants de tristesse ou de désespoir au cours de l'année écoulée et près de 25% ont envisagé de se suicider. Alors, je ne sais pas comment faire sens de ce chiffre parce que j'ai du mal aussi à y croire, mais c'est un rapport que je pourrais vous mettre le lien et c'est écrit noir sur blanc. Donc voilà. 25%. Ouais. Là, j'ai ressenti pleinement le décalage prométhéen. C'est vraiment difficile à imaginer, quoi. Clairement, c'est beaucoup plus dangereux que. Enfin, par rapport à l'arme nucléaire, tu vas me dire, c'est beaucoup plus dangereux là. Ouais. Là, c'est difficile. Pour faire un lien rapide, parce que je m'informe pas mal sur le sujet, mais j'en apprends quand même tous les jours des dérives que peuvent poser le numérique aux jeunes, etc. Et si vous tapez je crois que c'est le Labello Challenge sur Internet, vous allez voir qu'il y a énormément de tendances et de challenges sur TikTok. Et le Labello Challenge, c'était un challenge qui était censé pousser en fait les utilisateurs de TikTok au suicide. Il y a ce genre de challenge, il y a de nombreux challenges comme ça sur TikTok dans lesquels, en fait, l'idée, c'est à chaque fois, c'est un peu de prendre le maximum de risques avec sa santé physique, de faire des trucs qui sont vraiment risqués. Évidemment, il y a une grosse incitation parce que on a de la visibilité sur TikTok, il y a ce besoin d'attention, mais il y a des défis qui sont lancés sur ces réseaux qui sont juste mais ultra dangereux, vraiment ultra dangereux. Et parfois, du coup, qui peuvent pousser au suicide. Je sais pas si tu vois ça, mais t'as pas mal de. Enfin, t'as quand même des gens en France, enfin, notamment Séverine Hérel, qui poussent le discours comme quoi les écrans seraient pas si dangereux, que ça serait une panique morale, ou ce genre de choses, quoi. Est-ce que tu connais un peu ce genre de discours et qu'est-ce que tu en penses? Alors, je connais pas très bien cette personne. Je pense qu'on a un problème déjà de réflexion globale, qui est que, alors déjà, moi, des études que je vois effectivement ces corrélations entre démocratisation des écrans et tous les problèmes qu'on cite. Et en fait, je trouve que la faiblesse en fait de ce genre d'argument, je ne pense pas qu'il soit très bien appuyé par des études, mais c'est qu'en fait, il n'y a aucune notion de principe de précaution dans ce que les gens disent. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, quand on introduit des technologies à grande vitesse comme ça dans les poches des gens, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à mon sens, si on fonctionnait normalement, il devrait y avoir des analyses de risque sérieuses. Et une fois qu'on a essayé de prouver que ça posait pas de réel problème, dans ce cas-là, on pourrait déployer. Et je trouve que c'est le gros problème de ce genre de discours, c'est ce qu'on appelle, il me semble, le renversement de la charge de la preuve, si je ne me trompe pas. C'est ça, quoi. Ouais. Et après, il y a le terrain, quoi. Il y a le terrain et moi, je vais parler des témoignages que je reçois après, qui en fait confirment complètement je pense confirment complètement les cours qu'on voit là. Mais je pense que par contre, c'est vrai que c'est des corrélations, quoi. Je pense que c'est vrai que ça reste très difficile d'établir des liens extrêmement sûrs à 100%. Mais il y aura toujours une part d'incertitude, mais néanmoins, je pense qu'on est à peu près assuré aujourd'hui qu'on va pas du tout dans la bonne direction. Et donc, surtout quand ces informations-là viennent de Facebook, via les Facebook Files par exemple, où c'est des études internes, etc. Là, je trouve que c'est un peu la preuve aussi.
Ouais. Concernant Séverine Rey, j'étais justement sur un article publié aujourd'hui où elle est interviewée suite aux annonces de Macron dans sa conférence de presse, qui laissait entendre qu'il y aurait peut-être des interdictions, des mesures pour limiter le temps d'écran des enfants. Et effectivement, son discours semble être, mais c'est sans doute pas le seul discours dans cet esprit, c'est de dire, en fait, le cause à effet n'est pas si clair, il y a des corrélations, mais s'il y a des effets, d'après les études, les effets sont prouvés, sont encore minimes. Et de toute façon, ça ne peut pas être aussi simple que d'empêcher les enfants d'utiliser les écrans. Parce que par ailleurs, il y a des bons usages de l'écran, etc. En tout cas, ça semble être ce que je retiens de l'interview. C'est vraiment le genre de discours que je retiens, ce genre de personnes que je trouve vraiment pas d'accord. Il y a White qui a mis dans le non, il y a Aidan qui a mis plutôt ça. Enfin, bon, il y a White aussi qui a mis une méta-analyse très intéressante qui est très corrélationnelle, mais qui montre aussi, enfin, en tout cas, il y a clairement des corrélations entre usage excessif des écrans et problème ces cas de dépression. Et il y a Aidan qui a mis dans le chat un lien vers une vidéo de Brut qui m'avait vraiment beaucoup marqué moi quand je l'ai vu, sur l'utilisation des écrans par des enfants de moins de 2 ans ou de 2 ans. Et ils observent des retards du coup dans l'apprentissage de la langue, ce genre de choses, quoi. Et je me souviens que j'avais vu quelqu'un partager un moment sur Twitter, et Franck Ramu, qui est psychologue et professeur au Collège de France, si je ne me trompe pas, enfin, quelqu'un de très établi, avait commenté en disant ouais, il avait mis un commentaire du genre c'est pas possible il faut pas généraliser à partir juste de ce cas, qu'il faut prendre beaucoup plus de précautions, et c'est pas ce que pensent les psychologues. J'ai trouvé ça très bizarre comme réaction. C'est sûrement tout ce que je sais de ces domaines, mais ça veut dire que dans le paysage médiatique français, en tout cas, il y a encore pas mal de résistance, je trouve. Ouais. Et sans que ce soit très chiffré, à titre personnel, c'est WhatsApp. Moi, je suis médecin, je travaille en réanimation brûlée pédiatrique, entre autres. Et les brûlures, c'est une pathologie qui est... c'est des accidents, et forcément, c'est une pathologie un petit peu sociale, et c'est beaucoup des populations défavorisées. Et l'histoire de les enfants à 2 ans déjà accros au téléphone, à 1 an déjà, et on le voit souvent dans les chambres, le papa qui est dans un coin de la chambre, qui est censé être là pour son gamin, qui est sur le téléphone dans le siège, qui ne le regarde pas, et le gamin qui a le même téléphone en train de switcher les photos qu'il y a sur le téléphone, et c'est assez impressionnant. Hein. Ils sont très habiles de leurs doigts à 1 an pour servir du téléphone, et c'est assez reproductif, ça se voit assez fréquemment. C'est étonnant les premières fois où on le voit. Ouais. Ouais, c'est fou. Et donc, je suis pas avec des... Le plus jeune que j'ai fait, c'est en école primaire, mais encore dans les écoles primaires dans lesquelles j'étais, ils avaient vraiment très peu des smartphones. Mais par contre, il y a des élèves, des ados, qui viennent me voir et qui me parlent de leurs petits frères ou de petits frères d'amis, etc., qui sont dans des tranches d'âge, effectivement, 2-3 ans, et qui sont sur YouTube. C'est comme ça. Donc, moi, c'est le contact que j'ai avec ça, c'est par ces petits témoignages-là. Et après, si on parle à quelqu'un, on parle comme quelqu'un comme Sabine Duflo, elle voit plus les jeunes de manière individuelle, et peut-être même encore plus jeunes, et elle fait le lien tout de suite, effectivement, entre l'utilisation excessive des réseaux sociaux et des jeunes qui derrière peuvent se scarifier, des choses comme ça. Un truc vraiment très, très violent. Il y a un rapport d'Amnesty qui est sorti récemment, d'ailleurs, où ils ont fait des tests sur l'algorithme de TikTok pour voir si, en fait, ils ont créé des faux profils, ils ont regardé, en fait, si on commençait à s'intéresser à des vidéos qui parlaient de dépression et de santé mentale, mais du coup, qui avaient tendance à nous rendre encore plus déprimés. Si du coup l'algorithme, effectivement, en proposait encore plus,
et ils ont vérifié dans leur étude ce tunnel-là. Donc, ce tunnel vers le bas de « Ah tiens, je suis déprimé, donc je regarde une vidéo sur la dépression et on m'en propose encore plus ». Donc ça, c'est juste enfin, à des échelles comme les échelles des utilisateurs TikTok, c'est extrêmement grave. Ouais. Et puis, un des trucs que j'essaie de beaucoup dire, c'est que les petites tas d'effets comptent, même si ça augmente que de 5% le taux de suicide. Enfin, 5% le taux de suicide, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et, ouais. Et on a dû, ouais, encore une fois, voilà, je pense qu'on a du mal. Moi, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai lu l'étude du Center for Disease Control, là. Quand il y a ces chiffres-là qui sont aussi importants qui apparaissent, en fait, c'est très difficile de l'intégrer. Ouais. Donc, ouais. Alors, ouais, pour passer donc, sur le terrain, donc, je voulais mettre en avant des petits morceaux de témoignages des jeunes. Alors, moi, je prends des notes depuis le début de l'année. J'essaye de prendre un maximum de notes sur les interventions que je fais pour ne pas oublier. Et ça m'aide aussi à réfléchir à la situation dans laquelle on est, le fait de écrire, retranscrire ce que les jeunes me disent et essayer de développer un peu des réflexions là-dessus. Donc, j'ai ressorti des phrases que m'ont dit certains jeunes en intervention, je vais vous les lire et on peut en parler. Mais du coup, juste, ça c'est la seule intervention qu'on a réussi à prendre avec des droits à l'image, etc., avec une classe. Ça, c'était avec une classe où, pour le coup, c'était à Cabriès, donc c'était vraiment un endroit très favorisé qui n'est pas à Marseille. Et on a vu une différence mais juste énorme, quoi. Là, c'était pour le coup une classe où il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas de smartphone, ils étaient extrêmement protégés. Et on voit une différence juste énorme. En fait, c'est intéressant, quand on entre dans une classe, on peut très vite repérer la personne la plus accro aux réseaux sociaux, juste physiquement, en fait. Parce que je pense qu'il y a une comparaison à faire avec une addiction, en fait, à une drogue limite dure. C'est presque ce qu'on voit quand on leur enlève leur portable et le fait de limite être en train de trembler et de casser les pochettes. Il y a vraiment un peu de ça. Et en fait, moi, je vois souvent que quand j'ai l'impression qu'un élève est particulièrement distrait, souvent après en début d'intervention, je demande les heures d'utilisation, etc. Et je remarque que j'ai souvent raison, en fait, que mon regard voit juste et que la personne la plus distraite, c'est la personne qui utilise plus les réseaux sociaux. Voilà. Mais du coup, non, très rapidement, pour expliquer comment on fait chez les BSE, on intervient donc principalement auprès de quatrième, on fait 2 interventions de 2 heures. On fait une première intervention de 2 heures dans laquelle on parle un peu de la notion d'attention avec les jeunes, on essaie de dire, de définir ce que c'est, de dire pourquoi c'est important, etc. Après, on essaye aussi de lancer une discussion avec eux. En fait, moi, c'est ce que je fais de plus en plus, c'est que plus le temps avance, plus je remarque qu'ils ont des trucs à m'apprendre. Et donc, j'essaye vraiment de lancer une discussion avec eux pour qu'ils me donnent un max d'infos sur eux, ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, il y a plein de trucs à apprendre. Et on discute, je leur donne déjà quelques éléments, quelques billes sur ce que c'est l'économie de l'attention, etc. Après, on termine avec un jeu de mémoire, memory, qui est personnalisé. On montre des situations de la vie avec et sans écran. Donc, ça permet aussi d'entamer une discussion sur est-ce que c'est mieux de regarder un concert avec un écran ou sans un écran, ce genre de trucs. C'est assez intéressant aussi de voir leurs réponses. Et après, on a un deuxième atelier de 2 heures où là, on va rentrer plus en détail dans tout ce qui touche à la captologie, les techniques pour attirer notre attention, les techniques d'addiction dans les réseaux sociaux, etc. etc. Moi, ce que je leur fais souvent, c'est que je leur fais une analogie entre les casinos et les réseaux sociaux. Donc, souvent, je leur dis, les casinos, leur objectif, c'est de faire de l'argent. Les joueurs de casino, c'est aussi un peu de faire de l'argent. Et du coup, il y a une contradiction fondamentale. Donc, il y a une sorte de rapport de force qui s'installe entre le casino et le joueur. Et du coup, à votre avis, qui gagne?
Et du coup, on essaie comme ça de raisonner. Et l'idée, c'est de leur montrer que il y a un rapport de force un peu qui existe entre un casino et un joueur de casino, et que le casino gagne parce que le casino emploie tout un tas de techniques pour que le joueur reste le plus longtemps possible dans le casino et dépense le plus d'argent. Et il y a cette comparaison, enfin, cette devinette que j'avais bien aimée, qui disait, voilà, quel est le jeu qui, aux États-Unis, génère plus d'argent que le baseball, le cinéma et les parcs d'attractions, les 3 industries combinées, et c'est les machines à sous. Les machines à sous, en plus, c'est des jeux qui sont souvent utilisés par des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais c'est juste tellement addictif qu'on dépense, on dépense. Ouais. Il y a un documentaire Arte récemment sur les bookmakers, sur les paris sportifs. Ah ouais. Vraiment terrifiant. Ah ouais. C'est pas pour les jeunes, hein, c'est plus pour les. Mais ouais, c'est une industrie qui est devenue hors de contrôle en plus. Et donc une réflexion que je me fais souvent, c'est que enfin, tu sais, la notion, je sais pas si tu as vu ça aussi, mais il y a beaucoup de gens qui remettent en cause l'idée qu'on puisse parler d'addiction pour les écrans ou pour les réseaux sociaux. Ouais, alors faudrait que je m'y intéresse. Pour le coup, je n'ai pas du tout creusé. Et alors, c'est souvent des arguments très mauvais. Enfin, par exemple, il y a une vidéo de Viviane de Syllabus où le titre c'est l'addiction n'existe pas aux sciences scientifiques en tout genre, l'addiction. Et en fait, sa justification, c'est que c'est pas défini scientifiquement. L'addiction? Ouais. Ok. Ce qui est un peu une justification de merde dans mon sens, mais. Ouais. Parce que du coup, quand est-ce qu'on emploie le mot? Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer le mot? En tout cas, les gens en parlent clairement pour les drogues. Et là où c'est intéressant, c'est que les gens. Enfin, parce qu'il y a aussi des gens qui vont sortir l'argument, ouais, mais les drogues, il y a un mécanisme chimique. Mais après, tu peux te sortir. Enfin, le cas des jeux d'argent, pour le coup, parler d'addiction aux jeux d'argent me paraît tout à fait établi et courant, en tout cas. Ouais. Et je vois pas trop la différence entre l'addiction aux jeux d'argent et l'addiction aux réseaux sociaux, pour le coup. Ah, je vois aucune différence, effectivement. Et ouais, après, c'est toujours le truc aussi avec les termes. Enfin, il y a plein de mots qu'on utilise tout le temps, et en fait, personne ne s'accorde sur une définition, et c'est des débats éternels, etc. Mais bon, ces mots existent, et parfois, il faut faire un peu un choix je pense, de définition. Moi, une définition que j'avais retenue de l'addiction, et c'est ça que je donne aux jeunes, c'est que c'est un comportement compulsif qui se fait au détriment de choses qu'on chérit, de choses qu'on valorise. Et donc la cigarette, c'est addictif parce que c'est un comportement compulsif, ça se fait au détriment de notre santé physique et de la santé des autres, etc. Et du coup, les réseaux sociaux rentrent complètement dans cette définition. Après, on pourrait dire c'est une mauvaise définition, mais du coup, s'il n'y a pas de définition qui existe, je ne vois pas s'il doit inventer un mot, je ne sais pas. C'est vrai. Et surtout que maintenant, c'est un enjeu politique et de régulation, quoi. Ouais. Parce que l'un des gros trucs sur pas mal de ces produits, c'est qu'une fois que c'est reconnu addictif, ça devient un problème de santé publique. C'est peut-être pas nécessaire que ce soit addictif pour que ce soit un problème de santé publique d'ailleurs, mais bon, en tout cas, ça rajoute au fait que ce soit un problème de santé publique. Et si c'est reconnu comme un problème de santé publique, ça justifie des régulations beaucoup plus strictes. Ouais. Complètement. Mais ouais, je veux bien aussi s'il y a le lien de la personne qui parle d'addiction pour voir quel est l'argument derrière, ça m'intéresse. Ouais, du coup, quelques témoignages, quelques phrases que moi j'ai captées. Donc, une première phrase d'un jeune TikTok, c'est horrible. J'utilise ça tout le temps, mais c'est horrible. Donc là, je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dites, quoi. Qui est qu'on utilise des choses qui nous font du mal, on en est conscient, mais c'est tellement, d'une certaine manière, un peu addictif qu'on ne peut pas vraiment s'en empêcher. J'ai des notifications dans la tête. Donc,
ça me fait penser, donc, je suis quasiment sûr que c'est dit par Épictète, le philosophe stoïque, qui avait dit « Deviens ce à quoi tu portes ton attention ». Et ça me fait penser à ça. J'ai des notifications dans la tête. En fait, on utilise tellement notre appareil, en fait, on devient notre appareil. On a tellement de notifications sur notre téléphone, en fait, notre cerveau se calque. Et du coup, certains jeunes, visiblement, ont comme des notifications dans la tête. Donc, en fait, leur cerveau est toujours à la recherche, probablement de ce shot de dopamine que peut offrir une notification. Sur Telegram, on a montré la vidéo de quelqu'un qui se fait donc ça, je ne mets pas en écrit ce qu'on décrit parfois dans les contenus chauds que peuvent voir les jeunes, mais c'est juste phénoménal. Moi, il y a des interventions que j'ai terminées où j'étais perturbé par ce qu'ils peuvent voir sur Internet, que moi, je n'ai jamais vu, des contenus chauds que moi, je n'ai jamais été confronté en termes de violence sur Internet. Donc, surtout sur des plateformes comme TikTok, Telegram, Instagram aussi, mais dans une moindre mesure. Et donc, en gros, on a vraiment le sentiment que, je pense qu'on peut vraiment comparer Telegram, TikTok, etc. C'est des Far West informationnels. C'est-à-dire que c'est des espaces informationnels où juste tout pète, toutes les barrières pètent, et les jeunes sont dessus, et ils voient vraiment des trucs très violents, très perturbants. Et il y en a même, du coup, qui n'ont. Je me rappelle de mon intervention où il y a une fille qui me dit en fait, on est sensibilisé tellement on est là-dessus. Je ne dis pas que c'est pas pour tout le monde, je pense que quasiment tous, ils ont vu des contenus qui étaient des trucs choquants, qui les perturbaient. Ils n'en voient pas forcément tous les jours, mais il y en a qui sont vraiment particulièrement ciblés et qui ont tendance limite à se désensibiliser parce qu'ils sont trop habitués. Donc ça rejoint ce qu'on. Un point, je pense, fondamental. Les gros problèmes que peuvent poser les écrans, c'est sur l'empathie et sur la baisse de l'empathie. Sur ce côté, on communique de plus en plus par message, on a de moins en moins d'intelligence émotionnelle et aussi submergé par un contenu choquant. Quel impact ça a sur notre empathie et notre sensibilité? Alors j'ai lu ça sert à quoi de sortir dehors sans argent? Et ça, alors ça je pense que c'est très intéressant aussi parce que ils sont, alors déjà nous tous, je pense que c'est pertinent de voir que toutes nos interactions sociales en ligne sont encadrées par des entreprises à but lucratif. Donc en fait, on est dans cette sorte de marchandisation un peu de tout, je pense. Et même les adultes, on communique sur des plateformes juste pour envoyer des messages aux gens, on communique sur des plateformes qui sont là quand même pour capter notre attention et faire qu'on va passer 3 heures à scroller. Mais donc les jeunes, ils sont beaucoup touchés, je pense, par cette logique marchande des réseaux sociaux, les incitations à l'hyperconsommation. Là, ça s'imbrique vachement avec les crises écologiques. Mais par exemple, sur TikTok, il y a une tendance qui s'appelle les hauls, ou les hauls, je ne sais pas comment ça se prononce, H-A-U-L. Et en gros, c'est une tendance où en fait, il y a des jeunes filles qui reçoivent des vêtements, notamment de Shine, Chine, donc vraiment la fast fashion la plus dégueu que tu puisses trouver, et qui en fait font le déballage de leurs vêtements, de leurs 15 diamants de shopping devant leurs abonnés. Et ça, c'est des vidéos qui peuvent faire des centaines de milliers, voire des millions de vues. Et c'est une incitation à l'hyperconsommation. Je pense aussi qu'on doit mal mesurer l'impact que ça a sur l'environnement. Mais quand on a une influenceuse qui touche des centaines de milliers de personnes pour dire que c'est génial en fait, de consommer des vêtements fast fashion, c'est quoi le coût pour l'environnement? Et alors, le coût social, ça on le connaît peut-être un peu mieux. Il y a des enquêtes qui ont été menées sur Chine. Et qui montrent voilà, ces catastrophes, les travailleurs sous-payés, c'est esclaves modernes, quoi. Voilà, ça c'est des facettes aussi des réseaux sociaux. Un autre exemple, sur Snapchat, sur Snapchat j'ai fait des tests, j'ai installé Snapchat,
ils me demandent mon âge, je dis que j'ai 5 ans, ils me disent non, t'es trop jeune. Je dis bah ok, bah, j'ai juste à faire dérouler le compteur et juste à mettre que je suis né en 97. Ils disent ah bah maintenant t'as plus 5 ans. Si j'avais 5 ans, j'aurais pu du coup m'inscrire. Et du coup sur Snapchat, on me demande dès le début de créer ton avatar virtuel. Donc tu as un avatar. Et en fait cet avatar, tout de suite, tu peux l'habiller avec des marques de vêtements. Donc, Snap doit avoir des partenariats avec des marques de vêtements et tu habilles ton avatar avec des marques. Donc, tu plonges tout de suite dans cet univers marchand. Ouais, donc ça, c'est un gros sujet. Si on relie à cet aspect de la crise, du changement des mentalités, du changement du rapport au monde, on a besoin de changer notre rapport au monde, c'est plus possible de voir tout comme des marchandises, ça ne marche plus avec ces biosphères-là. Et en fait, avec ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, Ce que tu dis sur l'écologie, clair, ça c'est un gros combat, c'est de dire l'impact environnemental du numérique, c'est surtout via le fait de pousser la consommation beaucoup plus que les émissions directes. Et la seule source que je connais qui a fait une étude un peu dans ce genre, c'est Greenpeace, et du coup j'ai un peu du mal à vouloir les partager, mais c'est un gros angle mort de la réflexion sur l'écologie. Qu'est-ce qu'ils disent Greenpeace? Ils ont sorti une étude qui affirme justement qui essaie d'estimer l'impact du numérique en regardant comment ça pousse à la surconsommation. Contrairement à tous les autres qui regardent les émissions directes du Bitcoin pour savoir si le numérique pollue. Ouais. Ok, j'ai pas vu, faudra que je regarde. C'est vrai que moi je leur donne pas beaucoup j'avais pas beaucoup de statistiques sur ça. Moi l'étude sur laquelle je me basais, mais elle commence à dater un peu, c'était le Chief Project, mais c'était vraiment sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de thermie numérique. Et la consommation avec la bande passante, etc. Ouais. Mais c'est vrai que cet aspect-là, en fait, tu publies une vidéo sur TikTok et tu as des millions de personnes qui la voient et tu en as X pourcentage qui du coup achètent des vêtements à toi. Bon, ouais. Et sans compter d'autres consommations, enfin Aïda mettait dans le chat le cas des voyages par exemple. Ouais, complètement. Et je pense qu'il y a un aspect qui va encore plus loin dans cette sorte de marchandisation, c'est qu'en fait, à force de publier sur les réseaux sociaux, en fait, on commence à tout voir. Enfin, publier sur les réseaux sociaux, c'est l'idée, je pense, enfin une des idées, c'est voilà, accumuler du capital social. Donc c'est une forme de capital. Et je pense qu'il y a cette dynamique où en fait, les jeunes sont tellement habitués à être sur les réseaux sociaux et à publier, en fait, ils n'arrivent plus à vivre dans le moment présent. Donc en fait, ils vivent toujours dans l'anticipation. Ils vont sortir dehors et en fait, tu commences à un moment donné à voir la réalité comme de la matière première que tu peux capter en photo et que là tu peux publier sur Instagram. En fait, tout devient motif à être transformé en capital, et sous forme de capital social dans le cas de la photo. Et donc, il y a des jeunes qui commencent, voilà, je pense que ça existe depuis un moment, mais qui pensent comme ça. En fait, on est tellement habitué à tout vouloir stocker sous forme de photo et à toujours vouloir que ces images-là, ça nous permet d'accumuler du capital social, qu'on ne voit plus que ça. Et c'est en opposition complète avec le fait d'être réellement, d'être dans le moment présent, de juste voir la réalité telle qu'il est et de ne pas juste voir un truc et de cogiter et de se dire ok, est-ce que ça je le prends en photo, est-ce que je le publie sur Instagram? Donc ça c'est un truc quand même que je remarque quand je discute avec eux. Quand je suis sur TikTok, je fais souvent défiler les vidéos en vitesse x2. Donc ça, en tant qu'adulte, on connaît aussi ça, mais ce phénomène d'infobésité, où en fait il y a juste trop d'informations.
à consommer. Et il y a un livre qui est vraiment bien là-dessus, qui s'appelle Ancient Brains in a High-Tech World. Je crois que l'un des co-auteurs, c'est Adam Galuzzo, il me semble. Et ça date de 2017. Et en fait, ils prennent vraiment ce prisme de, ok, les êtres humains, on est des chasseurs d'informations. En fait, on est né dans des environnements, on a évolué dans des environnements dans lesquels l'information est rare. Et du coup, en fait, on est programmé, d'une certaine manière, pour rechercher le maximum d'informations, pour voir s'il y a une patte de tigre dans les environs, éviter de manger, etc. Bref. Et par contre, on n'est pas du tout doté d'une capacité à vraiment nous réguler. Ce n'était pas forcément quelque chose qui était utile dans les environnements anciens. Et du coup, eux, ils développent l'analyse et ils disent, voilà, maintenant on est entré dans le monde de l'hyper-information, on a toujours cet appétit pour l'information, mais on n'a pas du tout en fait, fait évoluer cette capacité à réguler cet appétit, quoi. Et bon, moi je le sens personnellement, je pense que la plupart des gens l'ont senti, ce côté, voilà, on a envie d'avoir on n'arrive pas à réguler notre digestion d'informations. Mais du coup, voilà, il y a des jeunes qui disent, qui font défiler des vitesses sur TikTok en faute, sachant que des vidéos sur TikTok, c'est déjà extrêmement court. Donc ça en dit long en fait sur le temps d'attention des jeunes et la futilité totale aussi de ces réseaux, où en fait l'information est plutôt là pour être digérée et pour en fait derrière avoir une utilité, bâtir un savoir. Mais l'information est juste là parce que c'est une information et que ça délivre de temps en temps des shots de dopamine. Donc ça aussi, ils me disent directement, quand bien même ils utilisent beaucoup TikTok, il y en a beaucoup, pas forcément tous, mais il y en a beaucoup qui me disent c'est complètement futile, quoi. Ça sert à rien. On termine notre scrolling sur TikTok et on sait pas ce qu'on a fait, quoi. On l'a fait. J'ai mis dans le chat un lien vers un podcast récent de Hidden Brain avec Gloria Mark qui fait des études, je sais pas si tu connais un peu, sur l'attention, la capacité d'attention au travail notamment, qui sont vraiment, j'ai du mal à qualifier de ça autrement que alarmiste. Genre le temps d'attention médian est passé de 2 minutes 40 en 2014 à 40 secondes aujourd'hui. Ouais, ça fait concurrence à la chute de la biodiversité. Ouais. Et ouais, non, c'est impressionnant. Et voilà, et encore une fois, c'est bien quand les études, évidemment, l'appuient avec des chiffres, etc. C'est aussi extrêmement intuitif. Tu vois, aux personnes qui vont me dire oui, mais on ne sait pas exactement, non, il n'y a pas d'effet négatif, etc. Passer 10 heures par jour sur une application qui montre des vidéos de 10 secondes, ça a probablement des effets sur le cerveau. C'est sûr qu'a priori bayésien sur est-ce que ça a un effet positif, pas très élevé. Alors ça, je sais pas, je suis vraiment pas spécialiste de ça, mais à toi de me le dire. Non, mais a priori, comme tu le dis, enchaîner des trucs de 10 secondes à longueur de journée, ça n'a pas l'air bien pour l'attention. Ouais. Voilà. Donc juste sur les durées d'utilisation, c'est assez variable. Donc il y en a, mais une minorité qui ont par exemple un smartphone mais qui n'ont pas TikTok, mais c'est vraiment des minorités. La plupart ont quand même TikTok. Et après sur les durées d'utilisation, ça dépend. Il y en a qui me disent, donc ça c'est vraiment le haut du panier, hein, c'est pas tout le monde heureusement, mais il y en a qui peuvent utiliser TikTok 9-10 heures par jour. Il y en a qui ont pu utiliser ça sur des jours de semaine. Hein. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent, ils ont l'air plutôt honnêtes quand ils le disent. Ça c'est vraiment le haut du panier. Après, franchement, c'est 24 heures dans une journée, c'est difficile d'aller plus loin. Mais généralement, ça va varier. Ça peut être entre TikTok, c'est souvent quand même 1 heure au moins. Et ça peut évidemment aller dans les 5, les 6 heures, etc. Mais il faut vraiment considérer l'ensemble.
C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans un écosystème d'applications. Donc en fait, ils ont vraiment pas que TikTok, ils ont souvent TikTok, Snapchat, Instagram. Souvent TikTok et Snap, c'est quand même ce qu'ils utilisent le plus. Et du coup, en fait, ça se combine en termes de quantité d'utilisation. Et donc, en fait, quand tu fais le total, c'est vraiment beaucoup, quoi. Et donc, on sent en intervention qu'il y en a qui sont vraiment tellement addicts qu'en fait, chaque moment de leur journée, en fait, qui n'est pas dans l'école, ils vont vouloir le passer sur les écrans. Et donc, ce que je fais aussi parfois en début d'intervention, c'est que je leur demande de me donner des activités qu'ils font sans écran. La plupart quand même ont des activités sans écran, de la danse, du foot, etc. Mais il y en a qui n'ont pas de réponse. Ça arrive. Ce matin, ou hier, je ne sais plus, il y a une fille qui n'avait pas de réponse à ça. Qui pouvait rien citer, ni de la cuisine, ni de la lecture, ni des sports. Donc en gros, tout ce qu'elle savait faire, c'était faire des écrans. Et c'était même pas des jeux vidéo, quoi. C'était des réseaux sociaux. Donc il y a ça. Donc ouais, c'est intense. Est-ce que tu as déjà essayé de tenir des statistiques? Ça pourrait être intéressant de voir la distribution dans les classes Non, et je devrais. Franchement, je devrais faire beaucoup plus sérieusement. Pour le moment, je récupère juste les informations par écrit en essayant de me rappeler de ce qu'ils me disent et j'essaye de me rappeler à peu près des proportions aussi. Mais non, j'ai pas des statistiques précises. Là, ce que j'ai fait dernièrement, dans une dernière classe, bon, après c'est juste une classe, mais ils sont 30 et je leur demande si les écrans, c'est le dernier truc qu'ils font avant de te coucher. Et t'en as 90% qui disent oui. C'est les derniers trucs qui sont avant de se coucher. Un autre truc, j'ai peur qu'on se moque de moi si je m'investis dans des activités sans écran. Alors ça me... Donc il y a une étude qui est sortie là récemment, je crois qu'Aiden l'avait partagé d'ailleurs, en gros, on a demandé, il me semble que c'est à des jeunes, oui c'est à des jeunes, combien ils seraient prêts à être payés pour qu'ils quittent TikTok de manière individuelle. Et en gros, ils disaient, je vais être payé, il me semble que c'était un truc du genre, je sais pas, 30 ou 50 $ par mois. Donc en fait, là on pourrait dire, bah ok, en fait, s'ils ont besoin d'être payés pour quitter TikTok, c'est qu'ils aiment bien TikTok. Et après, l'autre question qui a été posée, c'était combien est-ce que, il me semble que c'était ça, vous me corrigerez, mais combien est-ce que tu es prêt à être payé pour que TikTok soit supprimé? Et là, en fait, ils disaient qu'ils étaient prêts en fait, à payer pour que TikTok soit supprimé complètement de tous les portables. Et donc, l'hypothèse qui en sortait, c'était qu'en fait, le problème, c'est un peu un problème de coordination qui est que si je quitte TikTok individuellement, je suis complètement exclu d'un certain cercle social et ça me coûte beaucoup trop, donc je ne le fais pas. Par contre, si plus personne n'a TikTok, je suis plus exclu de ce truc. Et du coup, je préfère ne pas avoir TikTok. Ça, t'as dit que c'était une étude ou c'est un sondage? C'est une étude, ouais. Aiden l'avait partagé. Je suis retombé dessus récemment, mais il faudrait la retrouver. C'est marrant, ils sont contre Séverine Hérel, du coup. Ouais, mais ouais, et j'ai revérifié il n'y a pas longtemps, donc avant que j'ai peut-être baissé un niveau en anglais, mais si j'ai bien compris au fond de l'étude, c'était ça que c'était mieux. Donc ouais, c'est un des trucs aussi dans les solutions qu'on essaie de leur proposer, moi ce que j'essaie de dire, c'est aussi en fait on peut donner des solutions pour qu'ils régulent leur utilisation, mais en vrai quand on dit ça, j'y crois pas vraiment parce que en fait TikTok, un truc comme TikTok aussi addictif, en fait la question c'est un peu comment est-ce que tu peux utiliser une drogue quotidiennement sans tomber addict. Et je pense que la réponse c'est impossible. Donc la meilleure solution c'est de supprimer le truc. Mais il y a ce problème de coordination et d'exclusion. Donc ce que j'essaie de leur dire c'est essayer de le faire avec des potes. Voilà, mettez-vous en groupe de potes et essayez de supprimer en même temps. Et aussi je leur pose la question, est-ce que vous avez envie de passer toute votre vie sans savoir ce que ça fait d'être dans les réseaux sociaux? Est-ce que ça vaut le coup une semaine dans notre vie de savoir ou 2 semaines ce que ça fait d'être sans réseaux sociaux? Ça peut valoir le coup, quoi.
Donc voilà, je ne suis pas forcément certain que ça fonctionne très bien. Mais sinon, après, toutes les autres, il y a des techniques un peu classiques de couper les notifications, etc. Ça peut être utile, mais je pense que là, les plateformes sont tellement addictives qu'il faut couper direct. J'ai un ami, Guillaume Shaw, qui me faisait la remarque que TikTok est interdit en Chine. Du coup, ils ont douillé, mais t'as pas le droit d'avoir TikTok en Chine. Et Oui. du coup, il se posait la question, quels sont les produits dans l'histoire de l'humanité qui sont interdits dans leur pays de création uniquement, ou quasiment uniquement? Il n'y en a pas beaucoup. Bonne question. Très bonne question. Et à chaque fois que tu y réfléchis, en tout cas, ça a à voir avec des armes, avec des drogues, enfin des trucs pas nets. Ouais. C'est si tu te mets un peu dans la, enfin c'est difficile à faire, mais se mettre dans la peau d'un dirigeant du PCC, en plus de ça, je pense qu'ils ont un rapport d'histoire qui a été profond, mais parfois je me dis que ça ressemble un peu à une guerre de l'opium 2.0. Après, j'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus. C'est juste que c'est, enfin, ouais, eux, ils mettent en place des mesures, quoi. Ils ont une version différente de ça. Donc bon, c'est qu'ils ont bien fait, probablement. Et ouais, alors ça aussi c'est un truc qu'il faut que je comprenne, mais ça a un lien avec alors il y a un psychologue, professeur de psychologie américain, pardon, qui s'appelle Peter Gray, que j'avais interviewé sur ma chaîne. Il doit avoir 80 ans et il est spécialisé sur le rôle du jeu dans l'évolution des sociétés. Il essaie de comprendre à quoi ça sert le jeu. Et en gros, son travail, c'est de dire voilà, le jeu, c'est extrêmement important pour l'éducation des jeunes. De toute façon, c'est un truc qu'on voit dans le mammifère. Les mammifères jouent pour apprendre. Et lui, ce qu'il avait établi, c'était un lien entre une crise de la santé mentale chez les jeunes Américains, qui en fait date pas d'hier, mais apparemment date des années 50 aux États-Unis, et la baisse de ce qu'il appelle le jeu libre. En fait, lui, il définit les jeux en disant, en gros, le véritable jeu, c'est le jeu qui est pas supervisé par les adultes. C'est quand les jeunes, en fait, créent leurs propres règles. Ils ont vraiment cette liberté, cette autonomie. Et donc, une partie de son discours, c'est de dire qu'en fait, on surprotège de plus en plus les enfants, et du coup, on leur laisse de moins en moins l'opportunité de faire des activités eux-mêmes. Et ça pourrait être une source du problème. Et dans le bouquin Algen de Jean Twenge, elle souligne ça aussi. Elle souligne le fait que les jeunes en fait ont de plus en plus peur du monde extérieur. Et je pense qu'il y a un renversement complet dans l'éducation en fait des jeunes. Je présume, mais que dans l'éducation, il y a un truc de fondamental qui est qu'en fait, on va apprendre en sortant à l'extérieur et en rencontrant des obstacles. En gros, on apprend sous la contrainte. On apprend en s'adaptant à un environnement qu'on ne contrôle pas. Et je pense que c'est bien même pour la santé mentale des jeunes et pour leur apprentissage. Et il y a un truc avec l'écran qui est qu'en fait, ça sédentarise. Du coup, on peut pas, c'est difficile de faire du sport avec un écran. Et il y a ce truc de, on a un écran dans la paume de la main et l'écran, c'est un monde en soi. Et à chaque fois qu'on appuie avec notre doigt sur un écran, ce monde-là change. Imagine, pour un enfant de 3 ans, le fait d'avoir ce sentiment d'avoir le contrôle complet d'un monde et un monde qui s'adapte complètement à ce qu'on fait, à nos faits et gestes, et du coup d'être dans ce monde-là et de ne plus du tout aller dans le monde extérieur. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est un changement de paradigme. Et c'est vrai que quand je parle un petit peu d'activité avec les jeunes, et il y en a plein qui sont genre, mais vraiment, mais heureux, quoi. Donc, parfois, je leur parle de l'ennui et je leur dis, ça peut être important de s'ennuyer, ça a des bénéfices, etc. Et je leur conseille de sortir de chez eux sans portable. Et il y en a vraiment qui me répondent du tac au tac, mais on va se faire kidnapper. Ce matin, on m'a dit ça.
Alors, elle riait, la fille qui m'a dit ça riait un peu, mais pas totalement non plus. Et il y a plein d'autres jeunes qui me disent sérieusement, non, c'est pas possible, je sors pas seul de chez moi, je sors pas seul, je sors pas sur mon portable, etc. Et Peter Gray, lui, il me parlait de son enfance, on est bon, c'est rock'n'roll, mais dans les années 50, où ils arrivaient, je dis pas qu'il faut faire ça, où ils arrivaient à l'école avec genre des couteaux, et c'est genre des limites autorisées, tu vois. Donc, un rapport au risque, à mon avis, qui change complètement et qui, je pense, n'est pas vraiment naturel pour l'éducation des gens. En tout cas, c'est mon impression. Donc voilà, désolé, j'ai dû prendre déjà beaucoup de temps, mais un peu pour aller beaucoup plus vite. Du coup, voilà, ça c'est le... Enfin, du coup, le constat, je trouve, est vraiment pas bon. En tout cas, des cours qu'on voit et moi, de l'impression que je peux avoir sur le terrain, c'est que le constat est pas bon et qu'il faut changer les choses. Après, sur que faire, déjà, l'humilité exige de dire c'est difficile de savoir exactement ce qu'il faut faire dans cette situation, évidemment. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais si on reprend ce qu'on a dit sur le côté expérimentation de toute cette histoire de déployer le plus rapidement possible des technologies aussi sophistiquées sans faire d'analyse de risque, je pense que un des premiers trucs rationnels à faire, c'est de ralentir ça ou de stopper cette expérience. De vraiment faire attention parce que je ne sais pas s'il faut créer une sorte d'état d'urgence technologique, mais les séquelles potentielles qu'il y a sur le cerveau de millions de jeunes, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver des solutions. Il y a différents types de solutions. Je ne sais pas exactement où prendre le bout, mais le premier truc auquel je pense, c'est au niveau de l'âge. Si je reprends la comparaison avec les casinos, les casinos, c'est interdit jusqu'à 18 ans. Et les réseaux sociaux, à mon sens, ont un pouvoir, mais beaucoup plus important que les casinos, notamment parce qu'ils ont des données, parce qu'ils ont des algorithmes, ils ont de l'intelligence artificielle, ils ont donc de la personnalisation, c'est des trucs dont les casinos sont complètement dépourvus. Bref, ça ne s'arrête pas là. Mais il y a l'âge, il y a le design, évidemment, de ces applications, donc comment on change le design. Peut-être plus simplement les supprimer, tout simplement les supprimer. Hein. Mais le design de ces applis est tellement addictif. Et il y en a qui parfois disent voilà, on va réguler le contenu qui passe sur ces applications. Mais évidemment, c'est pas une solution qui me semble extrêmement satisfaisante. Donc voilà, je pense que le premier truc assez rationnel qu'on devrait faire en tant que société, c'est de dire ok, cette expérience, il faut la ralentir très vite, sachant que elle est, je pense, elle est de plus en plus importante et de plus en plus d'impact. Là, on voit les intelligences artificielles génératives qui commencent à s'insérer dans les applications des jeunes. Donc, par exemple, sur Snapchat, il y a MyAI, c'est un robot conversationnel qui est un ami virtuel qui se présente en tant que tel. Et donc, en fait, du jour au lendemain, via une simple mise à jour, les jeunes peuvent commencer à parler à un ami virtuel. Mais en tant que société, quand est-ce qu'on a décidé que les jeunes pouvaient commencer à parler à des robots conversationnels qui se font passer pour des amis virtuels? Voilà, ça c'est encore une fois un constat que moi je trouve je trouve ça vraiment je trouve ça absurde quoi. Donc ces IA génératives risquent d'accélérer les choses à moins qu'il y ait vraiment une contre-réponse derrière au niveau de la société. Donc c'est l'opinion publique qui doit exercer de la pression, le monde politique, etc., qui doit se faire du sujet. Mais voilà. J'espère que vous aurez qu'on pourra en discuter un peu plus en détail et que vous aurez des idées. Le deuxième truc que je me suis dit, c'est allouer plus de ressources à Tournesol ou à l'Aigle les Yeux, des associations dans le genre, parce que
on est tous dans le même bateau, et le travail de tournesol aussi qui réfléchit à comment on réorganise nos espaces informationnels, ce sur quoi on porte notre attention, est absolument fondamental, et vient, à mon sens, compléter ce que fait Lève les yeux. Et moi, je constate qu'il n'y a pas assez de ressources cognitives et financières qui vont dans ces projets. Je pense que vu l'ampleur des problèmes, et vu comment ces problèmes touchent à cette crise éducative qu'on a essayé de définir avant, on peut voir comme à la source de cette même crise, il faut qu'on ait beaucoup plus de ressources pour travailler dessus. Donc voilà. Et le troisième truc que je mets, mais c'est plus sous forme de question, mais un des trucs que je trouve aussi intéressant avec les mutations en cours, avec les IA qui commencent à arriver, etc., c'est que je pense que ça ouvre aussi l'opportunité d'essayer de comprendre, de nous comprendre, de mieux nous comprendre en tant qu'être humain. Donc on voit qu'il y a cette tendance des gens de plus en plus parler d'eux en pro, on a beaucoup d'analogies, on parle de notre cerveau comme un ordinateur, etc. Et je pense qu'il y a l'opportunité avec toutes ces IA qui arrivent de prendre un peu du recul et se dire wow, ok, quelle est la différence vraiment entre une intelligence artificielle et un être humain. Et je pense qu'on a besoin aussi de faire un peu de travail philosophique et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on a envie de devenir. Est-ce qu'on a envie d'être des êtres extrêmement efficaces mais sans émotion et sans empathie, ou est-ce que justement ce qu'on a envie de cultiver chez nous, c'est justement des qualités certaines qualités humaines, l'empathie, la compassion, l'intérêt pour les autres, etc. Et moi j'ai l'impression qu'on est vraiment une croisée des chemins à ce niveau-là, quoi. Parce que les nouvelles technologies arrivent vite, et on peut très bien imaginer un monde dans lequel dans quelques années, il y a plein de gens qui préfèrent être avec la pièce de VR toute la journée sur la tête plutôt qu'être dans le monde extérieur. Donc ça, je pense que c'est un des sujets, j'espère qu'on va aborder de plus en plus et qui va être intéressant. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à toi, c'était très intéressant. Toujours un peu déprimant aussi, mais... Comment ? Toujours un peu déprimant aussi, mais bon, c'est le monde dans lequel on vit. Ouais, je suis désolé, je savais que, moi aussi, c'est vrai, dans la présentation aussi, je me disais, ouais, c'est pas, tout ça n'est pas extrêmement joyeux, mais malheureusement, voilà, c'est un mélange aussi de ce que je pense et ce que je vois, mais encore une fois, il y a des trucs que je dis, notamment au début de la présentation, qui peuvent être complètement sur la débat, etc. Par contre, sur les interactions que j'ai, là, j'ai pas de doute qu'il y a un problème. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. D'ailleurs, je vais reprendre le fil du chat. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué déjà, parce qu'il est quasiment 20h? Je vais arrêter l'enregistrement.